OK. Donc, bienvenue à l'école d'été du CEAM 2022. Aujourd'hui, ou cette année, c'est un peu particulier parce qu'on ne se concentre pas seulement sur l'analyse de signal, on va aller vers quelque chose qui est vraiment beaucoup plus large. Puis, on va donc s'intéresser à tout ce qui touche les analyses de données de Mars en sommeil. Puis, on va s'intéresser plus particulièrement à la base de ces analyses-là. Comment on fait pour analyser de plus grandes cohortes. Puis, pendant que je réfléchissais au cours, je me disais, moi, dans mon doctorat, dans l'étude que j'avais faite sur les commotions cérébrales, j'avais une dizaine de participants par groupe. On n'avait pas les mêmes défis, les mêmes enjeux qu'on a aujourd'hui, où nos cohortes ont souvent plusieurs centaines de participants, puis ils viennent d'un peu partout. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2022? On a des tonnes de données polysomnographiques qui sont accumulées dans nos laboratoires. C'est vrai pour à peu près tous les laboratoires. Au CEAM, on a 30 000 enregistrements polysomnographiques qui ont été enregistrés avec les mêmes systèmes d'enregistrement depuis le début des années 2000 et qui sont là et qui pourraient être donc disponibles pour la recherche. Il y a un fort désir de collaboration puis de partage des données. Donc, il y a plusieurs opportunités là, de regrouper des cohortes ou de partager juste entre les laboratoires les données de recherche. Et on a maintenant besoin d'outils d'analyse qui sont capables d'analyser justement des données polysomnographiques qui viennent de plusieurs laboratoires différents, qui ont été enregistrés peut-être avec des paramètres différents ou des systèmes d'enregistrement différents. Puis on a besoin d'outils d'analyse qui vont incorporer les nouvelles analyses qui sont développées, par exemple, par les ingénieurs, les développeurs qui s'intéressent à l'analyse de signal. Donc, on a besoin des outils pour analyser ça, mais des outils qui sont facilement accessibles pour des utilisateurs non développeurs. Puis là, j'ai préparé un petit sondage sur les faits vécus. Je vais vous les présenter, mes faits vécus, puis après, je vais vous demander de répondre si ce sont des faits vécus pour vous ou si ce ne sont pas des faits vécus pour vous. Donc, un des premiers faits vécus, c'est as-tu des PSG de sujet contrôle que je pourrais avoir pour mes patients? Il me semble que le contrôle est exactement le même âge puis le même sexe que ce que j'ai moi chez mes patients. Deuxième fait vécu, telle chercheuse ailleurs dans le monde aimerait qu'on analyse ces données PSG avec une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée, mais j'ai plein de problèmes de compatibilité, j'ai de la difficulté à aller lire ces tracés, etc. Tel étudiant a recruté une super belle cohorte, puis dans mon projet, j'aimerais bien pouvoir faire des analyses sur cette cohorte-là, des analyses secondaires, mais là, je ne suis pas capable de retrouver sont où les questionnaires ou les résultats de tel test. J'ai de la difficulté à reconstituer une base de données pour faire mes analyses secondaires. Puis, quatrième fait vécu, il y a un logiciel que tout le monde utilise là, pour faire des analyses de données, mais je ne suis pas capable de l'utiliser, je ne suis pas programmeur. Puis les programmeurs ou les développeurs me disent d'aller sur le GitHub si j'ai des questions, mais je vais là-dessus, puis pour moi, ben, ça ne m'aide pas. Donc ça, c'est mes 4 faits vécus. Puis j'essaie de retrouver mon sondage sans faire disparaître ma présentation. Bon. Alors, je pars mon sondage. Donc, vous pouvez répondre à ces 4 situations-là pour savoir si c'est des faits vécus pour vous ou pas. Ça nous permettra peut-être de nous adapter euh, pendant l'école d'été pour donc adapter le contenu des cours selon ce que vous avez vécu ou pas. N'inquiétez-vous pas, là, c'est anonyme comme réponse. Là, donc, je ne vais pas vous chicaner là, si vous avez des faits vécus qui sont plus douteux.
Parfait, je vais mettre fin au sondage. Donc, est-ce que vous pouvez voir les réponses? Vous ne pouvez pas encore les voir. Là, vous pouvez les voir. Donc, ce qu'on voit, c'est que le partage de sujets contrôle ou de données de sujets contrôle, c'est un fait vécu par 69% des participants aujourd'hui. Analyser des données de notre labo puis avoir des problèmes à le faire, c'est un peu moins vécu, mais quand même 38% des participants. Ne pas être capable de retrouver des données d'une cohorte acquise par une autre personne, ça, c'est un fait très vécu avec 88% des personnes. Puis avoir de la difficulté à utiliser un logiciel, puis que les ressources pour pouvoir documenter ce logiciel-là se retrouvent sur un GitHub ou sur un wiki qu'on n'est pas capable de comprendre. C'est vrai chez 63% des personnes. Est-ce que vous avez... On dirait que ça a arrêté le partage, hein? Donc, maintenant, vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir toutes les réponses. C'est bon? Parfait. Donc, les défis qu'on rencontre d'abord, c'est d'organiser les données pour qu'elles soient partageables et réutilisables. C'est vrai quand on parle de nouveaux projets avec des grandes cohortes, mais souvent on a une bonne réflexion par rapport à comment on va organiser les données. C'est plus compliqué quand ce sont des projets rétrospectifs qu'on veut organiser pour les rendre partageables puis réutilisables. Les enjeux éthiques puis légaux au partage des données. Puis ça, on va surtout discuter de la réalité du Québec, donc les lois au Québec entourant le partage des données. Les autres défis, c'est de développer des applications permettant aux non-développeurs de faire des analyses. Donc, souvent, les logiciels d'analyse qui sont développés sont faits par des développeurs, puis leur instinct, c'est de développer pour des développeurs. Mais lorsqu'on a des étudiants, par exemple, en psychologie ou des techniciens de sommeil qui veulent utiliser ces logiciels-là, ben ça tombe en dehors de leur champ d'expertise. Puis l'autre défi, c'est de développer des applications qui vont permettre de pouvoir analyser justement des tonnes de données qui viennent de labos différents. Puis présentement, la majorité des logiciels ne permettent pas de faire ça facilement. On a plein de problèmes, puis ça nous prend beaucoup de temps de pouvoir, par exemple, homogénéiser les données pour pouvoir les analyser. Donc, ce qu'on propose pendant l'école d'été cette année, c'est d'abord de vous parler d'outils concrets. Donc, par exemple, avec le cours sur le troisième cours présenté par Karine Lacour sur EDF Browser, qui est un outil en accès libre, et la nouvelle application du CEAM, qui est aussi un outil qui va être en accès libre qu'on va vous présenter. On veut vous proposer des ateliers de résolution de problèmes. Donc, si vous avez des problèmes au partage de données ou à l'analyse de données, ce serait bien de nous écrire. Vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel ou à l'adresse courriel qu'il y a sur l'affiche, puis nous dire de quoi vous aimeriez qu'on parle au dernier cours ou de nous arriver avec un problème concret, puis on va trouver les experts pour le résoudre, le problème pour vous. Donc, ça peut être par exemple des problèmes d'analyse de la microarchitecture du sommeil, des problèmes de compatibilité de fichiers. Amenez-nous les plus gros problèmes, puis on va essayer de les résoudre. On va tenter de faire en sorte que ce soit interdisciplinaire, donc on fait intervenir des programmeurs, des étudiants, des profs, des experts en gestion de données. On va essayer que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à lever la main, poser des questions, arrêter les conférenciers pendant le milieu de leur présentation, c'est ça qu'on souhaite. Puis on va essayer que ce soit sans douleur, donc on va essayer que ce soit quand même agréable, cool, parce que c'est un cours d'été. Puis je termine en disant que l'école a été supportée par une subvention qu'on a reçue de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Cette subvention-là d'1 an a pour objectif de former des champions de données, donc des personnes qui vont être capables d'utiliser de façon correcte, ça veut dire au niveau légal, éthique et je dirais informatique, de grandes quantités de données dans la recherche pour le sommeil. Donc, on espère vous former comme champion de données, mais c'est ce que vise la subvention qu'on a reçue.
Donc, j'arrête mon partage d'écran puis je vous présente notre premier conférencier pour l'école d'été qui est Samuel Gay. Samuel est étudiant au doctorat en psychologie, termine son doctorat bientôt sous la direction de Louis de Beaumont. Pendant son doctorat, il s'est beaucoup intéressé à tous les aspects de la science ouverte. La science ouverte, c'est vraiment large. Puis aujourd'hui, il va nous présenter un peu les fondements, les bases de la science ouverte, puis ça va un peu mettre la table pour tout le reste de l'école d'été. Donc, je tiens à le remercier parce que, bon, ça ne fait pas partie de son doctorat, là, des mandats de son doctorat, de venir nous présenter sur la science ouverte, mais comme c'est un intérêt qu'il a développé, puis une expertise qu'il a développée, ben, on voulait un peu l'utiliser pour notre école d'été. Donc, Samuel, je vais t'inviter à partager ton écran, puis je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Donc, juste confirmer avec un pouce en l'air que tout le monde voit bien mon écran. Excellent. Mon son est bon? Parfait. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Comme Nadia a dit, je suis un étudiant en doctorat en psycho à l'UDM, puis je travaille au CIUSM. Donc, aujourd'hui, je vous parle de la science ouverte parce que c'est une de mes passions. Puis, en fait, j'ai commencé à développer cette expertise-là au bac quand je faisais des travaux sur la puissance statistique, puis de là m'emmener vers la science verte. Juste pour faire un bref aperçu. Donc, avant même de commencer, j'aimerais ça que les gens dans le chat puissent mentionner quel terme ou quel mythe, image, peu importe, qui vous vient en tête lorsque je vous dis science ouverte ou open science. Soyez vraiment libre de marquer ce que vous voulez. En attendant, je vais ouvrir mon chat. Grande cohorte, OK. Réputabilité, collaboration, partage. Une science où les données sont accessibles à tous pour réplication, partagées ouvertement, accessible. OK. Je vois qu'il y a moins de réponses que de gens qui sont présents, mais je vais considérer qu'il y en a qui sont plus timides que d'autres. Peut-être je vais avoir plus de réponses d'ici la fin de la séance. Donc, on va revenir à vos réponses plus tard, mais c'était juste pour mettre la table un peu, pour moi, savoir à quoi les gens pensent lorsqu'on parle de sciences ouvertes. Vous allez voir que je vais aller beaucoup plus large que peut-être les réponses qui ont été mentionnées ici présent. Donc, concrètement, la séance va se dérouler un peu en 3 parties. Premièrement, je vais contextualiser la science ouverte. Donc, on va voir un peu des définitions, comment ça peut varier selon les différents domaines, pays même. Après ça, on va voir le spectre de la science ouverte. Puis après ça, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ouvrir plus votre science, puis l'appliquer dans votre quotidien en tant que tel. Comme Nadia l'a mentionné, n'hésitez pas à soit lever la main ou tout simplement ouvrir votre micro pour m'interrompre, pour poser vos questions. Puis je vais juste mettre les participants, comme ça je vais voir les mains levées également. Parfait. Donc, la science verte. Premièrement, j'ai pensé intéressant de prendre la première définition qui m'est venue en tête, celle de Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est l'exemple, en fait, c'est une initiative exemplaire en termes d'œuvres libres, parce que Wikipédia, ça a été une des premières initiatives qui était libre, donc tout le monde pouvait participer de façon gratuite, librement, à créer des sujets sur l'encyclopédie. Puis en quelques années seulement, c'est devenu la plus grande encyclopédie, dépassant largement l'encyclopédie que Microsoft avait essayé de lancer dans le passé. Puis en fait, Wikipédia, c'est vraiment la référence en termes d'œuvres libres en tant que tel. Donc, Wikipédia définit la science ouverte tout simplement comme un mouvement qui cherche à rendre la recherche scientifique et les données qu'elle produit accessibles à tous et dans tous les niveaux de la société. Donc, on s'entend que c'est relativement large. On peut aller dans toutes les directions. Moi, je me suis dit, OK, peut-être voir s'intéresser à comment le Canada voit la science ouverte parce qu'ils ont publié une roadmap pour la science ouverte en 2020. Donc, lorsqu'on regarde comment le Canada voit la science ouverte, on se rend compte que c'est un peu similaire. Le gouvernement, ou on peut dire le Canada, voit la science ouverte comme étant une pratique qui
consiste à rendre les intrants, les résultats et les processus scientifiques librement accessibles à tous. Puis ça, avec un minimum de restrictions. Mais ça comprend des articles et des publications, mais également les données scientifiques qui permettent les publications. Et il ne faut pas oublier l'aspect de la contribution du public, souvent qui est pas nécessairement tout le temps incluse dans les décisions qu'on va faire en recherche. On peut penser aux sciences participatives, par exemple. Mais une définition comme celle du Canada, personnellement, je trouve que c'est un peu sont bonnes, mais il manque un élément important par rapport à la science ouverte, c'est une des définitions qui me plaît particulièrement, c'est celle de la Commission européenne qui ont publié en 2016, qui était vraiment que la science ouverte, c'est vraiment une nouvelle approche du processus scientifique qui va être fondée sur le travail coopératif. Donc, la collaboration est en avant-plan. Puis aussi, c'est que ça va se baser sur ou se fonder sur les nouveaux outils technologiques qui permettent une meilleure collaboration et une meilleure diffusion des résultats. Parce que c'est pas seulement nos PDF, nos articles scientifiques en PDF qui sont la recherche, c'est vraiment tout ce qu'on produit en tant que scientifique qui devrait être utilisable ou réutilisable. Donc, c'est vraiment le changement d'un système ou un changement systémique dans la façon de faire ou de mener la recherche en tant que telle. Donc, par exemple, ici, dans l'image, on voit vraiment que la recherche participative, il y a aussi la science citoyenne, puis tout ce qui touche à l'open source, comme par exemple les futures applications que le CIAMS va créer, peut-être qui seront disponibles à tous. Également, très récemment, l'UNESCO a publié leurs recommandations en termes de sciences ouvertes. Il y avait des consultations qui se sont déroulées en 2019, en 2020. Puis, en 2021, ils ont finalement publié leur première version de leurs recommandations. Puis, ça rejoint un peu dans les mêmes lignes. C'est vraiment un nouveau paradigme qui va vraiment intégrer les pratiques de reproductibilité, de transparence, de partage et de collaboration qui vont permettre l'ouverture des contenus, des outils puis des processus scientifiques. Donc, on va voir, on va toucher un peu à tous ces éléments-là à travers la séance. Puis, techniquement, si je fais bien mon travail aujourd'hui, ça va vous pister pour éventuellement structurer vos projets, analyser vos données, éventuellement en vue du partage de données. Et si c'est pas clair, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Donc, à travers les différentes définitions, on peut voir que ça varie. C'est tout à fait logique. Les définitions vont varier en fonction des contextes, en fonction des individus, des organisations, des disciplines, des pays. Puis en fait, dans le monde de la science ouverte ou de la méta-recherche, il n'y a aucune définition qui va faire l'unanimité, mais personnellement, c'est bon parce qu'il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs personnes, il y a différentes organisations. En gros, c'est vraiment un gros mouvement social, mais qui va regrouper des individus ou des communautés, des groupes de recherche qui vont vraiment avoir des valeurs, des priorités, des idées similaires, mais qui ne seront pas identiques. Fait que chacun va œuvrer à améliorer la science ou à ouvrir la science de son côté, mais on va tout le monde œuvrer dans la même direction au lieu de juste travailler en silo et pas nécessairement partager tout ce qu'on fait. Par contre, science ouverte, comme on a pu voir un peu dans le chat, ça veut dire plein de choses. Donc, ça peut aussi semer la confusion. Puis, même que Talia Kearney, en 2019, qui a argumenté que le terme science ouverte ne devrait peut-être même pas être utilisé. Parce que quelqu'un qui parle de reproductibilité, alors qu'une autre personne va parler de justice sociale, on s'entend que c'est vraiment pas dans les mêmes zones de la science en tant que telle. Donc, premier message à retenir, il n'y a pas une façon de faire la science ouverte. C'est vraiment pas une approche unique. Le but, c'est de vraiment appliquer ce que vous aimez, puis éventuellement, on va tranquillement ouvrir chacun à notre façon notre science. Donc, souvent, l'image qu'on peut voir, si vous avez déjà écouté des présentations sur la science ouverte, ça va être l'image d'un parapluie. En français, le terme s'applique un peu moins bien, mais ça peut regrouper tous ces termes-là. On va parler de libre accès, de données ouvertes,
les méthodes de recherche ouverte, logiciels libres, open source, les sciences participatives aux citoyennes, les ressources éducationnelles ouvertes comme les cours massifs ouverts en ligne, puis tous les aspects de diversité, équité et inclusion, et également de justice sociale. Puis il y en a même qui vont, comme par exemple, FORT, qui est une initiative en vue d'ouvrir ou d'améliorer de comment on enseigne la science ouverte aux études graduées. Ben, eux, ils vont vraiment se focusser sur les aspects de diversité, équité, inclusion, justice sociale, pour vraiment permettre à tout le monde d'avoir un accès équitable face à leur éducation. Juste pour revenir aux recommandations de l'UNESCO, au lieu de prendre l'image du parapluie, mais l'UNESCO ont pris une image de casse-tête rond qui permet vraiment de comprendre que pour faire la science ouverte, c'est pas seulement de partager ses données ou de publier en libre accès. Il y a vraiment plusieurs morceaux au casse-tête. On parle des infrastructures de la science ouverte, donc tout ce qui est, on pourrait parler de serveurs, on pourrait parler de bases de données, comme c'est où on héberge toutes les données massives qu'on accumule. On parle également des connaissances, donc tout ce que j'ai nommé précédemment. Puis également, ça prend un dialogue avec les autres systèmes de connaissances parce que tout ce qui se passe dans l'Ouest versus dans l'Est, des fois, on ne fonctionne pas nécessairement de la même façon. Donc, il y a différentes façons de fonctionner, mais je pense que ce serait, l'UNESCO recommande qu'il devrait y avoir un plus grand dialogue entre les différents systèmes de connaissances. Puis, la science devrait être également plus ouverte à tous les acteurs de la société. C'est vraiment pour favoriser les interactions entre les différentes sphères sociétales. Donc, lorsqu'on parle de sciences ouvertes, il y a également des grandes valeurs ou des principes souvent qui vont ressortir. Puis l'UNESCO est allé vraiment avec des valeurs, des principes très englobants. On va parler de qualité, d'intégrité, l'intérêt collectif, l'équité et la justice. Donc, ça rejoint un peu les points que j'avais mis sous le parapluie. Et au niveau des principes, là, on va retrouver un peu tous les aspects statistiques, méthodologiques, qui est souvent nommé, surtout en sciences biomédicales, lorsqu'on parle de sciences ouvertes. On peut parler de transparence, le contrôle, la critique et la reproductibilité, et d'autres comme l'égalité des chances, la collaboration, la participation, l'inclusion, la flexibilité et la durabilité. Donc, pourquoi qu'aujourd'hui, on parle vraiment de sciences ouvertes? Parce que concrètement, la science ouverte, c'est de la recherche bien faite, comme ça se faisait au 17e siècle. Mais le premier mouvement qui a vraiment mis la science ouverte, c'est le mouvement du libre accès. Si je ne me trompe pas, dans le chat, ça a sorti une fois, 2 fois. Mais souvent, quand que je donne des conférences de la sorte, c'est vraiment l'aspect le plus prédominant. Mais c'est bon signe parce que dans le fond, c'est comme si la progression des connaissances évolue. Mais dans le fond, le mouvement du libre accès est vraiment apparu lorsque, dans les années 2000, il y a eu le Budapest Open Access Initiative. Puis, ça a vraiment pris de l'ampleur suite à cette initiative parce que les gens se sont rendus compte que, en fait, il y avait un gros gouffre financier. Donc, quand on pense à l'argent qui finance la recherche, provient des fonds publics, mais premièrement, on va payer pour réaliser les projets de recherche. On va payer pour les frais de publication, mais ça s'en va directement aux maisons d'édition qui ont des ambitions que commerciales la plupart du temps. Ensuite, on va payer les abonnements de revues, donc l'argent va encore aller aux maisons d'édition. Puis, ces sommes-là, ça représente vraiment des sommes énormes. On parle de milliards de dollars. Puis, à ces fins-là, ben là, les gens se sont rendus compte que ça n'avait pas d'allure de dépenser autant d'argent quand on pense que les budgets d'université, la grande majorité, c'est que pour financer les abonnements aux revues. Ben peut-être que cet argent-là pourrait être mieux investi. Donc, une première étape qu'on peut faire en tant que
scientifique, c'est peut-être de faire un choix un peu plus conscient sur les maisons d'édition auxquelles on veut soumettre nos articles, parce que tout simplement, si on se penche vers des maisons d'édition qui sont soit des non-profit ou des OBNL, ben on va favoriser, on va au moins investir l'argent dans une maison d'édition qui va pas nécessairement juste vouloir faire du profit sur ce qu'on fait, mais redonner à la communauté, puis faire en sorte qu'il y ait des nouvelles initiatives ou une meilleure façon de faire de la science. On pense par exemple à eLife qui va créer beaucoup de nouvelles façons de diffuser versus que de juste diffuser des PDF. Si vous n'avez jamais vu le reportage Paywall, The Business of Scholarship, je vous le conseille vraiment. C'est un film qui permet de voir à quel point les 5 grandes maisons d'édition ont beaucoup d'argent. On parle de marge de profit de 30 à 40 c'est les plus grandes marges de profit à travers différents domaines en termes de compagnie, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Puis, sinon, on peut parler de On Paywall, qui est juste un petit add-on que vous pouvez mettre dans votre furteur pour débloquer l'accès à différents articles si jamais vous n'avez pas accès. Je pourrais dire que c'est la version légale de Sci-Hub. Parce qu'il ne faut pas parler de Sci-Hub concrètement, publiquement. Sinon, juste pour faire ça bref, il y a des gens qui sont comme, tu sais, oui, il y a tout l'aspect de l'argent, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a particulièrement l'article 27 qui mentionne que tout le monde devrait avoir le droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Mais d'un autre côté, il y a aussi, dans le même article, tout le monde devrait avoir le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Il y a également l'article 17 qui parle du droit à la propriété, mais ces deux points-là, on pourrait voir qu'il y a comme un peu une tension entre ces deux points. Puis, lorsqu'on parle du droit d'auteur, eh bien, le droit d'auteur, il permet ou il empêche de faire des choses. Donc, ce que je veux dire par là, juste pour si les gens sont un peu moins familiers avec le droit d'auteur, quand on crée quelque chose, on est considéré l'auteur. Donc, on parle d'écrivains, photographes, concepteurs, mais en tant que scientifique, on produit également beaucoup d'œuvres originales. Donc, les articles scientifiques, les présentations, les ensembles de données, les morceaux de code d'analyse, les figures. Par contre, il n'y a aucun droit d'auteur qui s'applique sur les idées. C'est vraiment l'expression particulière d'une idée qui va être protégée par le droit d'auteur. Puis, ce qui est important aussi à savoir, c'est que les droits d'auteur, mais ça dépend des contrats qu'on signe, soit en tant qu'employé, soit avec les universités. Et c'est pas parce qu'on crée quelque chose que ça va aller directement à nous, peut-être que ça va aller à l'employeur plus haut. Donc, à sachant ça, ben là, on se rend compte qu'il y a peut-être un conflit entre la diffusion de la connaissance puis la progression et la progression de la science à partir des œuvres dérivées. Parce que dans le fond, le droit d'auteur va limiter la capacité des autres à utiliser les travaux protégés sans qu'on reçoive l'autorisation des gens qui détiennent le droit d'auteur. Et en tant que propriétaire d'une œuvre ou d'un article ou d'une base de données, ben là, on peut vraiment empêcher n'importe qui soit de l'utiliser, soit d'en faire une copie ou de la distribuer. Puis, là où le bas blesse, c'est vraiment que ça empêche la production d'œuvres dérivées. Donc, lorsqu'on pense à la science qui est pratiquement publiée qu'en anglais, puis qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être essayer de faire de la traduction pour que dans leur langue maternelle, qu'il y ait d'autres gens qui acceptent parce qu'ils ne parlent pas nécessairement anglais, ben là, ça devient illégal de traduire, de distribuer ou d'adapter ou de modifier une œuvre tout simplement. Donc, en tant que tel, c'est vraiment la mention de ces deux droits fondamentaux, ben, ça vient un peu en conflit avec l'idée de partage en sciences humaines. C'est exactement la même slide. Donc,
la tension entre le droit d'auteur et le libre accès, pourquoi j'en parle? Ben, c'est parce qu'on se rend compte, ou les scientifiques se sont rendus compte que quand on publie un article scientifique, qu'est-ce qu'on fait dans la majorité des temps? C'est qu'on signe un waiver pour donner nos droits à la maison d'édition. Plus souvent qu'autrement, ça va être les grandes maisons d'édition commerciales qui vont vouloir vraiment s'accaparer nos droits d'auteur. Puis, lorsqu'on cède nos droits d'auteur, ben, en fait, on perd tous nos droits. Donc ça veut dire que si je publie un article puis que je cède mes droits à la maison d'édition lorsque je publie mon article, eh bien, pour arriver à payer, pour arriver à publier la même figure dans ma thèse, je suis obligé de payer la maison d'édition pour pouvoir réutiliser la photo ou la figure que j'ai moi-même créée et que j'ai, en plus que j'ai payé pour faire publier. Puis là, pour la réutiliser, il faut que je repaie encore pour pouvoir l'utiliser. Puis, ben, comme vous le savez, si vous avez déjà publié, c'est une situation qui est très répandue dans la communauté scientifique. Puis, souvent, ben, on va tout simplement waiver nos droits pour pouvoir publier dans certaines revues. Mais de plus en plus, il y a de plus en plus de scientifiques qui cherchent vraiment à conserver leurs droits sur les articles qu'ils publient et d'appliquer une licence libre. Donc, on va parler des licences Creative Commons. Donc, ça, c'était la partie plus, on va dire, théorique, ou plus avec des définitions. Mais là, on va vraiment tomber dans tout ce qui touche la reproductibilité et crédibilité, puis on va arriver aux données en tant que telles. Donc, pourquoi la reproductibilité et la crédibilité, c'est important en sciences? Puis, ben, premièrement, parce que supposément que la science ou l'entreprise de la science s'auto-corrige. Mais on s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessairement vrai au courant des années, mais ça, c'est un détail il y a d'autres biais qui rentrent en compte en parlant de ça, mais on va pouvoir les aborder éventuellement. C'est aussi important de pouvoir reproduire les résultats parce que ça assure une fondation de connaissances qui sont valides. Parce que les scientifiques après nous, ben, ils se basent sur ce qu'on publie. Si c'est pas reproductible, ben, il y a un petit problème à long terme qui peut se construire. Et également, c'est important parce que ça permet d'établir la crédibilité en vérifiant les résultats. Donc, un sondage classique que vous avez peut-être déjà vu, qui a été publié dans Nature, qui demandait tout simplement, est-ce qu'il y a vraiment une crise de reproductibilité en sciences? L'article date de 2016, donc ça fait un petit bout, mais il y a quand même 80% des gens qui mentionnaient soit qu'il y avait une crise significative ou qu'il y avait une petite crise de reproductibilité. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, une petite crise, mais ça reste tout de même intéressant. Puis, lorsque aux mêmes personnes on demandait, est-ce que vous avez déjà pas reproduit une expérience, ben, on se rend compte que pratiquement dans tous les domaines, c'est quasiment plus de 50% de gens qui ont soit pas été capables de reproduire leur propre expérience. Donc ça veut dire que on reprend notre fichier, je veux dire SPSS, ou peu importe, Excel, on essaie de reproduire nos résultats, puis on n'est pas capable d'arriver au exact même nombre, au même résultat à la fin de nos analyses. C'est quand même intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'on peut mettre en place différents procédés pour s'assurer qu'on est capable de reproduire nos résultats ou au moins d'arriver à des chiffres similaires? Là, souvent, c'est pas nécessairement simple de savoir si on parle de reproductibilité, de réplication. Cette matrice-là permet de vraiment comprendre les différentes façons d'arriver à comprendre c'est quoi la différence entre reproductible et réplication, mais également de voir lorsqu'on utilise, par exemple, les mêmes données, mais on fait des analyses différentes, mais là, on peut tester la robustesse de nos résultats ou la véracité de nos résultats. Mais lorsqu'on parle de reproductibilité, on va vraiment venir parler on va prendre les mêmes données et les mêmes analyses. Donc, c'est vraiment
on prend le même script d'analyse et on devrait arriver au même résultat. Mais ça, c'est si vous avez un script. Parce que s'il faut cliquer sur différents boutons pour arriver aux analyses, bien, ça se peut qu'on ait oublié une étape ou qu'on ait tourné en arrière, puis on a recommencé, puis qu'on ne se souvient plus exactement de toutes les étapes. Versus la réplication. Si quelqu'un voulait poser une question. J'ai juste enlevé mon micro. T'es à l'affût, hein? Oui, je la trouve super intéressante, cette figure-là. Puis, tu sais, évidemment que je fais des liens avec ce qu'on fait en sommeil, mais une des choses que je vois là-dedans, c'est que concernant les analyses différentes, tu sais, en sommeil, on utilise, par exemple, souvent des détecteurs pour aller chercher des éléments dans le sommeil, par exemple des fuseaux, là, puis je dirais que c'est probablement les fuseaux là, qui ont le plus de détecteurs différents qui existent. Puis, ce qu'on va voir, c'est que selon le détecteur qu'on utilise, on n'aura peut-être pas les mêmes résultats parce qu'il ne détecte pas exactement la même chose. Donc, la robustesse de nos résultats avec un set de données, peut-être que parfois c'est questionnable. Puis ça montre l'importance d'avoir différents types d'analyses disponibles dans un même outil pour vérifier si j'ai 10 détecteurs qui existent. Je les utilise les 10. Est-ce que 7 fois sur 10, je vais être capable d'avoir les mêmes résultats? Peu importe le détecteur que j'utilise. Donc, je pense que ça, c'est quand même un élément à se rappeler. Mais j'aime bien ta figure. Juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de mentionner, c'est vrai que souvent, on va avoir un résultat, puis si le résultat est significatif, merci, bonsoir, on est parti. Mais on se rend compte de plus en plus que souvent on est familier avec les concepts de degré de liberté en statistique, mais on oublie souvent le plus important, c'est le degré de liberté du chercheur ou de la chercheuse, parce que dans le choix de nos analyses, on a tout le temps un input veut pas, tout simplement parce que on essaie d'analyser d'une façon, puis là, on lit un article, il y a une nouvelle méthode qui vient de sortir, on essaie une autre façon, fait qu'on essaie tout le temps toutes sortes de façons, mais qui ne sont pas nécessairement standardisées ou dans un ordre que c'est tout le temps pareil, puis qu'on vérifie. Puis la métaphore le terme exact m'échappe, si quelqu'un le sait dans le chat, c'est le Garden of Forking Path. Puis dans le fond, c'est que maintenant, on peut faire je vais dire méta-analyse, mais c'est pas méta-analyse, c'est qu'on peut prendre toutes les possibilités pas possibles de faire des analyses pour nos données. Puis après ça, on regarde justement quelle analyse converge ou quels résultats convergent. Donc, ça permet vraiment de voir la robustesse parce que si on a 100 possibilités, parce que je ne sais pas vous, avec vos fuseaux, comment ça fonctionne exactement, mais j'imagine qu'il y a des thresholds qui permettent de détecter. C'est que ça permet de tester tous les thresholds pas possibles. Là, ça permet après ça de penser à comme overlapper les résultats puis regarder, OK, qu'est-ce qui ressort le plus en fonction de tous les différents résultats. Ça, c'est que pour arriver à faire ça, c'est que ça dépasse les capacités humaines. C'est pas un humain qui va faire chaque threshold. Il faut vraiment programmer l'ordinateur pour qu'il le fasse pour nous. Parce que lui, il va rouler des heures et des heures et des heures. Versus que nous, on peut pas arriver à nos fins juste en cliquant ad vitam aeternam. Donc, ceci étant dit, moi, ce que je parle, c'est vraiment plus au niveau reproductibilité. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est plus intéressant. Vers quoi on devrait tendre, puis ce qui va permettre, ce qui devrait être possible éventuellement, c'est au niveau de la généralisation. Donc, si éventuellement les gens partagent leurs données, mais c'est là que ça permet de tester un type d'analyse qu'on a développé ou une expertise qu'on a développée avec des sets de données qui viennent d'ailleurs, puis on peut justement venir croiser les différents sets de données. Puis, si on pense en termes populationnels, c'est sûr que toutes les études qu'on fait sur que ce soit des patients, des étudiants ou peu importe, en Occident, peut-être que ça ne s'applique pas ailleurs partout, tout simplement parce que nous, on a un certain type de population particulière qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas représentative de la population en général.
Donc, concrètement, juste un petit aperçu de qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on ne parle pas de fraude. La fraude, c'est un cas particulier. C'est vraiment pas tant souvent que c'est des gros scandales frauduleux. Mais lorsqu'on regarde vraiment concrètement, objectivement, si on essaie de répliquer des études, donc vraiment qu'on refait l'étude avec exactement les mêmes paramètres, eh bien, on se rend compte que, par exemple, en psychologie, on essayait de refaire 100 études qui étaient publiées dans les meilleures revues. Ben, 36% des études ont été en mesure d'être répliquées seulement. Et à travers ça, c'est que 97% de ces études qui ont été répliquées, ben, en fait, la taille d'effet avait diminué au moins de moitié. Bon, il y a un phénomène de régression vers la moyenne, mais ça permet de montrer que s'il y a un article publié dans n'importe quelle revue, fortes sont les chances que cette taille d'effet-là est surestimée, est vraiment plus grosse qu'elle est en la réalité. Donc, c'est aussi un autre aspect qui vient jouer sur pourquoi les études ne sont pas nécessairement tout le temps répliquées, mais qui est important à prendre en compte lorsqu'on va venir planifier une étude également. Parce que si on se fie à vraiment juste les tailles d'effets qui sont publiées dans la littérature, ben souvent, si on fait une analyse de puissance, par exemple, ben là, on va faire une analyse de puissance sur une taille d'effet qui est surestimée. Donc, on va sous-estimer notre nombre de participants qu'on a besoin pour détecter l'effet s'il existe vraiment. Ce qui est, encore une fois, ça peut mener à du gaspillage d'argent parce qu'on ne va pas détecter l'effet juste parce qu'on n'avait pas assez de participants d'emblée. Puis le constat général, là, ça c'est un exemple d'une étude en 2015, mais depuis jusqu'à ce jour, c'est souvent le même pattern de résultats. Il y a certaines études qui sont réplicables, alors que d'autres non. Puis la plupart des tailles d'effet diminuent grandement. C'est pareil en médecine, en biologie, en économie. Là, moi j'ai une question pour vous. Vous pensez que ce serait quoi à peu près le taux de réplication en sommeil? Là, j'aimerais bien que les gens puissent voter anonymement, mais je ne sais pas si quelqu'un veut se mouiller. C'est quoi votre feeling par rapport? Est-ce que c'est similaire à tout ce qui se fait en médecine, biologie? Même en cancer, on se rend compte qu'on est à un taux à peu près de 35% de réplication. Là, je vois des visages. Je pense pas qu'on est meilleur que les études de psychologie. J'imagine que c'est très semblable à la psychologie, puis on n'a pas beaucoup, malheureusement, il n'y a pas tant d'études de réplication, là. Les protocoles sont souvent différents d'une étude à l'autre, donc c'est difficile de voir des réelles réplications. OK. Fait qu'on va dire qu'on ne sait pas. Mais si on se fie aux statistiques dans tous les autres domaines, c'est ça, c'est que ça tourne vraiment. On est à moins de 50%, puis quand on parle de moins de 50%, c'est quand même pile ou face quand on fait une étude. Fait que je pense que le fait de pouvoir mettre en place des méthodes, que ce soit statistiques, informatiques ou des protocoles qui sont plus standardisés, mais au moins ça va venir enlever une partie de biais humains. C'est sûr qu'il va toujours avoir des biais, mais au moins si on peut enlever ou diminuer la quantité de biais humains, on va faire un bon pont. Mais sinon, on a parlé de sommeil, mais selon vous, est-ce qu'il y a quels facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'on n'est pas capable de répliquer les études? Là, vous pouvez ratisser très large. Donc, on pense au système de publication en ce moment. Qu'est-ce qui valorise? Je sais qu'il y a juste Nadia qui va répondre. Variabilité dans la méthodologie, effectivement. Overfilling, oui. Biais scientifique. Merci. Ça veut dire quoi, overfitting? Peut-être que je connais juste pas le terme en anglais, mais quand il dit overfitting, à quoi on fait référence? Ben dans le fond, lorsqu'on fait, mettons qu'on je vais utiliser
le terme très large, machine learning, c'est si tu overfit tes données dans le sens que tu vas surentraîner tes données, puis en fait, ton analyse n'est pas nécessairement ultra performante, mais c'est juste qu'elle connaît trop bien tes données de pratique. Puis, en fait, quand elle essaie de prédire ses résultats, ben, c'est pas vraiment, la prédiction est biaisée en tant que telle. Brièvement. Variable cachée, on veut surtout publier des articles avec un effet WAR. Puis, je ne veux pas interrompre, là, si je peux me permettre. Puis dans le overfitting aussi, c'est qu'on prend un échantillon pour identifier une équation, un modèle de régression qui fonctionne dans notre échantillon. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un autre échantillon à côté pour le tester dans un échantillon indépendant. Donc, c'est pour ça qu'on le dérive d'une population, on l'applique à une autre, puis c'est comme ça que c'est convaincant. Si on fait juste prendre une population puis dériver l'équation à partir de cette population-là, forcément, ça va fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça fonctionne dans une population indépendante. C'est un peu ça la logique. Merci pour la précision. Très apprécié. Pression sur les chercheurs, biais de publication. Bon, on a pas mal nommé tout ce que j'avais en tête. Il n'y a pas juste une variable. En gros, c'est qu'il peut y avoir plusieurs... une thèse à finir, j'adore. Ce qui est quand même un facteur... Ça peut être une variable qui est drôle à nommer, mais une thèse à finir où on peut parler juste de la pression de publier éventuellement. C'est un peu en train de changer, mais on s'entend que publier des résultats non significatifs, c'est ultra difficile encore aujourd'hui. Puis si ça fait 7 ans que l'étudiant est au doctorat, peut-être, on va dire inconsciemment, il va finir par avoir des résultats significatifs pour arriver à publier. Mais ça, c'est le système dans lequel on vit. Mais peut-être qu'on va éventuellement arriver à changer le système. Je suis un très grand optimiste. Mais effectivement, que ce soit au niveau du biais de publication, la plupart des études, en fait, il y a un grand biais de publication qui va favoriser tout simplement les études qui sont significatives. Donc, lorsqu'on parle d'effet WAR, souvent l'effet WAR, il va être encore plus statistiquement significatif dans un paradigme fréquentiste, mais ça va faire en sorte qu'il va tout le temps avoir tout ce qui est, je veux dire, positif, significatif, qui va être publié, puis il va y avoir tout un paquet d'études qui vont pas voir le jour. Et encore une fois, ça va avoir des biais au niveau, mais ça peut avoir des biais au niveau du financement. Qu'est-ce qui va être financé? Qu'est-ce qui va être recherché? Qui va avoir la priorité? Ça va être, priorité, c'est peut-être un peu fort, mais ça va être les gens qui vont déjà avoir démontré, qui ont trouvé des effets versus d'autres gens qui n'ont pas de preuves en tant que telles. Donc, il y a beaucoup d'explications. Mais si on faisait tout de façon transparente, oui, ça enlèverait certains biais, mais ce ne serait pas nécessairement suffisant. Parce que au niveau de l'intégrité et de la transparence, on s'entend que si on fait tout de façon transparente, c'est plus facile de juger ou de voir s'il y a, par exemple, eu de la fraude ou un petit peu de traficotage. Mais il faut aussi que ça soit combiné à une bonne compréhension des méthodes statistiques, un peu comme il a été mentionné précédemment, juste en parlant du overfitting, ça peut être un exemple que si on ne s'y connaît pas trop ou on n'est pas encadré par un statisticien ou une personne qui se connaît plus, on peut arriver avec un résultat qui est vraiment flamboyant, mais que dans le fond, qui s'applique juste à nos propres données parce que justement, il a été développé à partir de nos données, eh bien, on va vraiment le publier dans un fort journal si les reviewers, encore une fois, n'ont pas des bonnes connaissances statistiques. Donc, c'est un peu une roue qui tourne lorsqu'on parle d'évaluer la recherche en tant que telle. Donc, pour revenir aux valeurs et aux principes de la science ouverte qui sont souvent nommés, il y a souvent la transparence pour la reproductibilité qui est comme le plus nommé. Par contre,
ça ne veut pas nécessairement dire parce qu'on fait preuve de reproductibilité, de transparence, d'intégrité, que notre recherche va être nécessairement plus crédible. C'est que ça va permettre, par contre, aux autres d'évaluer la crédibilité de vos affirmations scientifiques. Fait que si vous envoyez votre article avec seulement, par exemple, vos résultats en texte dans le PDF, mais c'est beaucoup plus difficile d'évaluer la crédibilité de vos affirmations scientifiques versus si votre code est joint à votre article et tout ce qui est, idéalement, avec les données. Mais ce n'est pas toujours possible lorsqu'on travaille en santé. Mais tout ça, ça permet vraiment de venir évaluer la crédibilité, puis au moins de se rendre jusqu'à l'affirmation. Donc, si on part des données, puis on retourne en arrière, si on n'est pas capable de nous-mêmes avoir les mêmes résultats, imaginez un reviewer qui essaie de comprendre comment on est arrivé à un résultat si, en tant que créateur du résultat, on n'est pas capable. Fait que bref, le but, c'est de venir encadrer un peu tout ce qu'on fait quand on essaie d'analyser nos données. Un des exemples qui a été un peu mentionné dans le chat, mais les méthodes de recherche douteuses, que j'ai traduit très librement, il y a beaucoup de biais qui s'insèrent à travers le cycle de la recherche. Je ne passerai pas à travers juste pour une question du temps, mais on peut parler de puissance statistique faible, l'assurance qualité qui n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous, mais souvent, on va être plus concentré sur le niveau du biais de publication, du p-hacking, mais également du harking, où là, on va venir vraiment générer une hypothèse après connaître le résultat, puis qu'on va publier ce résultat-là comme s'il était vraiment de façon non exploratoire, plus confirmatoire. Ça, encore une fois, c'est juste une question de phasage, de comment le nommer. Parce que si on le nomme de façon que c'est confirmatoire, ben là, on a tendance à y accorder plus de poids que si c'est juste nommé de façon exploratoire. Comme, on a découvert ça, mais ce n'était pas prévu. Puis, il faudrait pouvoir le répliquer dans une nouvelle étude. Mais souvent, cette partie-là, répliquer dans une nouvelle étude, il ne se fait jamais, mais on prend pour acquis que le résultat qu'on a obtenu est un résultat confirmatoire, alors que la première étape devrait être exploratoire. Donc, le bilan de l'autocritique ou de la critique, parce qu'on a testé de façon plus objective et également de façon auto-rapportée, on se rend compte que le selective reporting, la pression de publier, la faible puissance statistique, du mentorat qui va être non suffisant, mais on voit ici les méthodes puis le code qui n'est pas disponible, les données qui ne sont pas disponibles également, mais on voit que la fraude, c'est pas vraiment parmi les plus populaires. Et la mauvaise chance qui est très bas, dans le bas de la liste. Donc, on se rend compte que les recherches douteuses sont plutôt répandues, mais qu'il y a également une méconnaissance des méthodes, que ce soit au niveau de reproductibilité ou de pouvoir programmer ces méthodes en tant que telles. Puis, éventuellement, c'est sûr que la culture de publish or perish, qui, j'ose espérer, va changer, parce que maintenant, l'UDM a signé la déclaration de Dora, qui supposément va vraiment révolutionner la façon dont les chercheurs vont être évalués. Donc, il ne devrait pas nécessairement, en fait, le facteur d'impact va être aboli dans l'évaluation des nouveaux chercheurs ou de comment les professeurs sont évalués. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser. Mais l'UDM a signé cette année. Donc, à voir. Excuse-moi, Samuel. C'est quoi qu'est-ce qu'ils ont signé? Comment tu appelles ça? Dora. Dora? Ouais. Je vais dire ça, je l'ai juste ici. Comme dans Dora? Ouais, c'est Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Je ne sais pas si vous voyez mon écran en ce moment. On voit ta présentation. Ah. Je vais vous partager mon écran complet. Ah, OK, ouais. Dora, D-O-R-A. OK. Oh, intéressant, je ne peux pas partager mon écran. Ah, ouais, ça fait ça.
Mais c'est correct, c'est DORA, là, comme tu dis, Declaration on Research Assessment. Exact. Parfait, merci. Juste pour voir, voyons voir si... Là, vous devriez le voir. Ouais. Donc, Dora, ça fait quand même un petit bout, là, il y a plus de 21 000 signataires en ce moment. Bref, on pourrait rentrer longuement dans pourquoi le facteur d'impact est une mesure biaisée, mais j'aimerais mieux éviter le tout. Donc, en gros, les enjeux, c'est qu'au niveau scientifique, ben, on perd la crédibilité parce que quand les articles, quand le New York Times parle que la science n'est pas reproductible, que il y a des échecs au niveau de la réplication, ben souvent on connaît une bonne partie de la population, bonne partie. Certains groupes qui vont profiter de ces nouvelles-là pour que ce soit au niveau pour propager des fausses informations ou se baser sur, vous voyez, la science est pas nécessairement, c'est pas la vérité. Même si on sait qu'en tant que scientifique, le but, c'est normal que ça se réplique pas toujours. Si c'était toujours de 100%, ce serait aussi inquiétant de mettre de l'autre côté. Par contre, au niveau des politiques, les enjeux, c'est que ça vient créer les décisions politiques vont être basées sur ce qui est publié. Mais ce qui est publié en tant que tel, mais ça peut être publié publié. Ça peut orienter les décisions de sorte que parce qu'on favorise certains types de recherches qui sont plus reproductibles ou moins reproductibles, mais ça peut venir changer qu'est-ce qui va être financé ou non. Puis, également, si on prend des décisions au niveau des politiques publiques sur la recherche qui est non reproductible, mais ça peut avoir aussi des impacts quand même importants. Au niveau économique, bon, on s'entend qu'il y a de la perte de ressources énorme lorsqu'on fait de la recherche qui va être faible en puissance ou tout simplement qui va être non reproductible au final. Au niveau sociétal, il peut y avoir des enjeux selon le type de recherche qu'on fait. Donc, c'est plutôt une longue section. Je vais faire ça bref pour le spectre. Après ça, on va tomber dans la science ouverte au quotidien. Donc, le spectre de la science ouverte, on s'entend qu'on peut partir d'une science complètement fermée à une science complètement ouverte. Ici, c'est vraiment juste pour montrer qu'il peut avoir, on peut faire, au centre, on pourrait partager, j'ai déjà contribué à une proposition de grant avec le Center for Open Science qui, eux, partagent publiquement toutes les propositions de subvention. Que ce soit financé ou non, dès qu'ils soumettent, c'est partagé. Bon, on s'entend que c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, mais on peut se rendre jusqu'à très haut dans la chaîne par exemple, communiquer sa science sur Twitter. Donc, il y a vraiment différents, il y a comme un range d'activités. Vu autrement, il y a dans le cycle de la recherche, il y a différentes façons. Par exemple, utiliser Zotero parce que c'est un logiciel open source versus Mendeley qui appartient à Elsevier et qui traque exactement tout, incluant vos téléphones, vos numéros de cellulaire que j'ai appris aujourd'hui. Quand même intéressant. Donc, il y a différentes façons. Sinon, au niveau des solutions, on peut enregistrer son étude. Ça vient ajouter un élément de robustesse quand on va faire nos analyses, quand on va publier. Il y a les top guidelines qui permettent vraiment d'évaluer quels journaux sont les mieux classés en termes de promotion de la transparence et de l'ouverture. Il y a au niveau des Registered Reports qui permettent de venir soumettre son manuscrit lorsqu'on va faire, mettons, l'introduction de la méthode. Les reviewers vont réviser en tant que tel l'article. Puis, la revue s'engage que les résultats soient positifs ou non, qu'ils soient significatifs ou non significatifs, à publier l'article lorsque la collecte de données va être faite. Donc, ça permet vraiment de montrer ce qu'on voulait faire d'emblée. Puis,
on va s'assurer qu'il n'y a pas le biais de publication qui va venir s'ajouter à notre article en tant que tel. Parce que ce soit Nature Human Behavior ou Cortex, là, ils vont s'engager à publier, que ce soit positif ou négatif, parce que la façon que l'étude a été menée, c'était très rigoureux, puis c'était fait, ben, ça a été approuvé avant même la collecte de données. Peut-être que vous avez déjà vu les petits badges de Open Data, Pre-Registered, puis Open Materials. Et c'est sûr que tout ce qui est preprint, donc lorsqu'on soumet notre article à une revue, ben, on peut également le soumettre sur un serveur de pré-publication qui va permettre de diffuser la science beaucoup plus rapidement parce que ça peut prendre de 1 à 2 ans de publier un article, alors que là, au moins le preprint va être déjà accessible au moment où il est mis en ligne. Puis j'ai mentionné tantôt Framework for Open and Reproducible Research Training, qui font beaucoup d'efforts pour rendre plus accessible la science ouverte. Par contre, pourquoi c'est pas nécessairement la norme? Ben, il manque d'orientation dans le sens que, oui, toutes les grosses initiatives, le gouvernement, il parle de sciences ouvertes, mais concrètement, pour les individus, comment on s'enligne, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas où donner de la tête. C'est qu'il manque un peu de guide. Puis, c'est sûr que ça va demander plus d'efforts en amont, mais à long terme, ça devrait être moins pire parce que de la façon qu'on va structurer nos projets, qu'on va appliquer nos analyses, ben, quand il va falloir réviser un article, ça va prendre 30 secondes, puis on va être déjà prêt à faire les nouvelles analyses que les réviseurs ont demandées ou d'autres choses, ou les nouvelles figures, par exemple. Puis, là, ça change, mais avant que l'Alliance rentre en ligne de compte, souvent, on ne pouvait pas justifier des fonds pour arriver à mettre en place différentes choses ou différentes juste méthodes en tête, mais différentes méthodes pour que nos données soient partageables, entre autres. Au niveau juridique, c'est sûr qu'en santé, ça c'est vraiment plus le cours de la semaine le prochain cours qui va vraiment toucher à tout ce qui est données de santé, quoi faire attention, puis comment quoi regarder pour éventuellement partager ces données. Puis c'est sûr que changer une culture, la culture scientifique ou de l'académique, ça ne se fera pas en une seconde. Le Center for Open Science croit vraiment que pour que ça change, ben, premièrement, il faut que ce soit possible. Fait qu'eux, ils ont construit une infrastructure. Si on pense à l'OSF, qui est l'Open Science Framework, c'est vraiment une infrastructure qui permet de pas mal faire tout ce que j'ai mentionné. Après ça, avoir un user interface puis le UX ou l'expérience qui est agréable, facile. Tantôt, Nadia mentionnait que c'était important que les gens qui sont pas des programmeurs ben, soient à l'aise de faire des choses. L'OSF, c'est un peu le GitHub des gens qui ne programment pas. Parce que c'est vraiment user-friendly d'utiliser l'interface en tant que telle. Après ça, ben, il faut le rendre que ça devienne la norme. Éventuellement, il faut que les incentives y soient. Le gouvernement, je dirais qu'il a commencé à comprendre, puis là, de plus en plus, il y a des fonds alloués à ça. Puis éventuellement, ben, ça devient required. Puis je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui regardent le deadline de 2023 au niveau des 3 conseils, qui commencent à cogiter pas mal. Donc, je vais juste passer vite là, sur les avantages. Vous aurez les slides. Donc, en tant que tel, pour avoir une bonne gestion de données, ben, la bonne gestion de données va permettre au moins d'améliorer la reproductibilité à long terme. Puis, le but, c'est de faciliter la réutilisation des données également. Portage, en fait, je devrais dire feu portage, c'est maintenant rendu dans l'Alliance dont Nadia a mentionné antérieurement. Donc, passons ça également. Pour tomber au principe FAIR, parce que je sais que peut-être certains d'entre vous avaient déjà entendu les principes FAIR. Souvent, c'est un peu, je vais dire, peut-être nébuleux. Pourquoi les principes FAIR, puis ça ressort tout le temps en rencontre.
Parce qu'éventuellement, les principes fair, ben, ça va permettre vraiment une plus grande portée et un plus grand impact. Et c'est aussi important de comprendre que transformer ces données pour qu'ils soient fair ou tout simplement recueillir des données fair à la base, ben, ça ne veut pas dire que c'est des données ouvertes. Parce que dans le fond, le principe sous-jacent, c'est que le but, c'est que nos données soient aussi ouvertes que possible, mais aussi fermées que nécessaire. Puis ça, c'est un aspect, je pense, qui est important, par exemple, en sommeil, ou des données qui sont acquises sur des patients, ben, on ne peut pas nécessairement partager tout ouvertement. Il y a quand même certaines restrictions ou certaines lois à suivre. Puis, en sachant ça, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on peut faire pour les rendre plus fair ne s'applique pas. En fait, plus c'est fair, plus les données vont être fair, plus ça va être simple pour vous de gérer par la suite. Donc, les principes fair, le F qui est pour facilement trouvable, premièrement, lorsqu'on veut trouver des données ou réutiliser des données, le but, c'est qu'il faut les trouver. Si on n'est pas capable de les trouver, ben, c'est pas pratique. Lorsque je parle de les trouver, c'est oui pour les humains, mais c'est surtout les principes faibles, c'est surtout pour les machines. Parce que le but, lorsqu'on pense à 30 000 PSG ou qu'on pense à la UK Biobank, par exemple, que le but, c'est 500 000 personnes, ben, c'est pas l'humain qui est important, c'est vraiment que la machine puisse, de façon standardisée, trouver les données nécessaires, puis après ça, faire des analyses. Donc, il y a le facilement trouvable, accessible, ben, c'est qu'une fois qu'on a trouvé les données, est-ce qu'il faut s'authentifier? Est-ce qu'il faut payer pour avoir accès aux données? Est-ce qu'il y a il faut signer des choses? Donc, c'est comment on a accès aux données. Ensuite, au niveau de l'interopérabilité, c'est s'assurer que les données qui viennent d'un peu partout, de différents centres, ben, qu'on puisse les mettre en commun. Parce que si on a juste des formats propriétaires différents, que chaque centre a développé son standard, ben après ça, les mettre en commun, c'est vraiment pas facile. En fait, souvent, c'est qu'il faut les retransformer dans un autre format. Puis réutilisable, ben, l'aspect des données fair ou les principes fair, le but ultime, c'est vraiment de pouvoir réutiliser les données de façon efficace, puis à grande échelle. Donc là, j'ai une petite vidéo que je vais voir si je suis capable de vous montrer. Puis je vais le mettre en accéléré comme ça. Là, techniquement, vous devriez entendre du son. Hello. My name is Dr. Judy Benign. I'm an oncologist at NYU School of Medicine. Hello, Dr. Judy Benign. I read your article on B cell function. I think that I could use the data for my work on pancreatic cancer. I am not an oncologist. I know, but I think I could use the data for my work on pancreatic cancer. Do you have the data? Everything you need to know is in the article. No. What I need is the data. Will you share your data? I am not sure that will be possible. But your work is in PubMed Central and was funded by NIH. That is true. And it was published in Science, which requires that you share your data. I did publish in Science. Then I am requesting your data. Can I have a copy of your data? I am not sure where my data is. But surely you saved your data. I did. I saved it on a USB drive. Where is the USB drive? It is in a box. It is in a box at home. I just moved. But can I use your data? There are many boxes. So many boxes. I forgot to label the boxes. Hello again. Thank you for sending me a copy of your data on a USB drive. I received the envelope yesterday. You are welcome, but I will need that back when you are finished. That is my only copy. I did have a question. What is your question? You might find the answer in my article. No. I received the data, but when I opened it up, it was in hexadecimal. Yes, that is right. I cannot read hexadecimal. You asked for my data and I gave it to you. I have done what you asked. But is there a way to read the hexadecimal? You will need the program that created the hexadecimal file. Yes, I will.
What is the name of the program? Cytosynth. I do not know this program. It was a very good program. The company that made the program went bankrupt in 2007. Do you have a copy of the program? I do not use this program anymore because the company that made it went bankrupt. Maybe you can buy a copy on eBay. I have good news. You again. I talked to my colleague. She knew a person with a copy of the software. Then why do you need me? Everything you need to know about the data is in the article. I opened the data and I could not understand it. If you have the program, you will find it is clear. Well, I noticed that you called your data fields SAM. Is that an abbreviation? Yes, it is an abbreviation of my co-author's name. His name is Samuel Lee. We call him Sam. I see. And what is the content of the field called SAM1? Ah yes, SAM1 is the level of CXCR4 expression. And what is the content of the field called SAM2? That is logical if you think about it. What is the content of the field called SAM2? I don't remember. What about SAM3? Is there a guide to the data anywhere? Yes, of course. It is the article that is published in Science. The article does not tell me what the field names mean. Is there any record of what these field names mean? Yes. My co-author knows what the content of SAM2 is, and SAM3. And SAM4. Can I talk to your co-author? I'm not sure. I would very much like to talk to your co-author. Well, he was a graduate student. He went back to China 2 years ago. Can I have his contact information? He is in China. His name is Sam Lee. I think I cannot use your data. You could check the article to see if what you need is there. Please stop talking now. Donc, c'est juste un petit vidéo pour vraiment imager l'antipode du principe FAIR. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent qui veulent rebondir sur le petit vidéo. Est-ce que ça parlait à des gens particulièrement? Peut-être pas, peut-être. Bref. À chaque fois que je vois cette vidéo-là, c'est vieux, là, je pense en 2012, mais je trouve que c'est encore d'actualité. Parce que récemment, j'ai écrit pour un article, puis je pense que je ne verrai jamais les données. Même si c'était dans une revue qui disait il faut avoir il faut partager les données. Semble-t-il que ma requête n'était pas jugée suffisamment pertinente peut-être pour les auteurs. Mais je suis sûr que si je propose que les personnes qui détiennent, les gens qui détiennent les données, si je propose un co-authorship, je suis pas mal sûr que là, je vais avoir une réponse plus concrète au lieu de juste avoir un « ouais, peut-être, non, merci ». Donc, ça, c'est plus des bonnes pratiques en tant que telles. Je ne veux pas nécessairement parce que je vois l'heure. Comme vous allez avoir le PowerPoint, vous pourrez les lire, mais juste mentionner que c'est vraiment important de choisir un format de données qui est ouvert et libre. Parce que, comme vous avez vu dans la vidéo, un fichier propriétaire, on ne sait jamais à quel moment on ne pourra plus y avoir accès. Que ce soit parce que le logiciel n'existera plus, qu'on n'aura plus accès parce que ça prend une licence qui coûte archi cher pour une raison quelconque. Si vous faites l'acquisition de données sur un format propriétaire, assurez-vous de pouvoir au moins le transformer en format ouvert et libre parce que tous les logiciels vont pouvoir les lire. Donc, plus concrètement, on pense aux données CSV ou TSV pour des données tabulaires au lieu d'un format Excel ou .mat pour MATLAB. On pense à un fichier texte ou Markdown au lieu de fichier DocX, un fichier Word ou un fichier PDF. Concrètement, en sommeil, on peut penser au format EDF ou pour ce qui est des données de biosignaux, qui est un format ouvert versus un format qui serait plus propriétaire comme Brain Vision, par exemple. Lorsqu'on parle de G, j'ai mis EDF Browser parce que je savais qu'il y avait un cours là-dessus, mais EDF, juste pour montrer l'exemple, c'est que ça
Ça peut être lu par MNE, par Brainstorm, qui sont deux autres logiciels open source également, un en Python, l'autre en MATLAB, selon vos préférences. Mais c'est que concrètement, si vous utilisez un format ouvert et libre, et d'ailleurs, si en plus il n'est pas binaire, ben, on va pouvoir le traquer avec une gestion de version. Versus si vos données en tant que telles ou vos analyses sont dans des formats propriétaires, là, c'est plus difficile parfois parce que ça se transforme en fichier binaire, puis c'est pas nécessairement facile de savoir ce que contient le fichier à l'intérieur. Donc, j'avais déjà utilisé cette vague, puis au début, là, 3 ans, je disais une vague qui se prépare, mais là, la vague, elle arrive. C'est concret. En 2023, il va falloir appliquer. Mais j'aimais vraiment cette petite phrase-là parce que ça vient mentionner que les décideurs, là, en plus haut, sont conscients que il faut que les chercheurs et les chercheuses soient au fait, apprennent la science ouverte, puis qu'il faut les guider à toutes les étapes de leur carrière, qu'on parle des études graduées jusqu'en tant que chercheur, ben, il faut connaître avant de pouvoir l'appliquer. Puis une fois que tout le monde va vraiment comprendre ou savoir comment appliquer la science ouverte ou les différents principes de science ouverte, ben là, ça va être possible de changer fondamentalement la façon dont la recherche est effectuée puis diffusée. Donc, concrètement, on sait déjà que si vous partagez vos articles dans des revues en libre accès ou même juste les preprints, vous avez plus de citations, plus d'attention médiatique, plus de collaboration, plus d'opportunités d'emploi, surtout pour les chercheurs les jeunes chercheurs et chercheuses, et au niveau des opportunités de financement également. Mais le plus important lorsqu'on applique les bonnes pratiques en tant que telles, c'est vraiment que votre plus grand collaborateur ou collaboratrice qui va être le plus reconnaissant, ben en fait, c'est vous-même. Parce que dans 6 mois, vous ne serez pas là pour vous écrire un courriel pour vous dire qu'est-ce que vous avez fait dans telle analyse, comment vous avez placé les données de telle façon. Donc, en mettant en place différentes façons standards, mais vous n'avez plus à vous poser ces questions-là. Puis là, éventuellement, on peut être prêt à passer à l'action. Puis, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est vraiment important d'y aller de façon à faire des baby steps et non essayer de tout faire de façon transparente, partageable, de toutes les façons. Juste y aller petit à petit. Probablement que la majorité du monde en sommeil connaissent cette ressource. Mais je trouvais ça quand même intéressant qu'il y ait vraiment un répertoire qui répertorie les différents cohortes en sommeil, puis également des outils concrets qui sont disponibles librement. Donc, pour les étudiants, j'encourage vraiment étudiants et professeurs et professionnels de recherche, en fait. The Turing Way est vraiment un bon livre. Il y a différents chapitres. Au début, c'était vraiment plus au niveau de la reproductibilité, mais ils ont vraiment développé un aspect plus collaboration. Fait que si vous voulez apprendre ou essayer de vous orienter dans qu'est-ce que GitHub, par exemple, ben, leur guide sur la collaboration explique vraiment c'est quoi, comment quand tu ouvres la page, qu'est-ce qui se passe concrètement. Puis là, il y a des nouveaux chapitres au niveau de design, comment bien designer un projet, au niveau de la reproductibilité, au niveau de l'éthique. Donc, il y a plusieurs chapitres, puis c'est vraiment une ressource où tout le monde peut contribuer. Il y a différents sprints à travers l'année, puis on peut s'inscrire puis contribuer concrètement. Donc, c'est aussi une belle façon de s'introduire à GitHub parce qu'on contribue au livre sur GitHub, donc ça fait comme on apprend en faisant, mais également en lisant. Puis le passeport pour la science ouverte qui a été fait par le gouvernement français, qui est également vraiment bon, puis qui est écrit en français si vous préférez le français. Sinon, The Carpentries va vraiment enseigner les méthodes de base au niveau de l'informatique
Donc, il y a Data Carpentry, Library Carpentry, puis Software Carpentry. C'est possible de faire affaire avec eux pour organiser un workshop. Souvent, les workshops, c'est 2-3 jours. C'est 2 jours concrètement, mais on peut les modifier. C'est vraiment intéressant. Depuis cette année, je suis instructeur certifié. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez entrer en contact avec moi pour checker comment faire pour comment organiser de quoi de concret. Ça, c'est vraiment les gens qui n'ont aucune connaissance, puis on vous amène. Il y a encore une fois comment utiliser Git et GitHub. On peut aller comment introduire R, Python et compagnie. C'est vraiment pour un public large. C'est pas spécifique à des développeurs, là, c'est vraiment tout le monde. Sinon, il y a la communauté BrainHack, qui est une communauté en neuroimagerie, EEG et compagnie. Puis, il y a des différents hackathons qui s'organisent à travers le monde. En Montréal, il y a vraiment une bonne communauté. Donc, ce serait possible de faire un événement peut-être spécifique à tout ce qui touche au sommeil à Montréal parce qu'il y a une bonne communauté. Donc, ça, c'est d'autres organismes, initiatives, comme qui est canadien, The Open Brain Consent. Si éventuellement vous voulez partager vos données, c'est vraiment pertinent parce qu'eux, l'Open Brain Consent a été développé avec le partage d'emblée. Donc, lorsque les gens signent un questionnaire, ben, c'est vraiment directement inclus. Ça a été pensé de façon légale. Donc, c'est pas juste j'accepte de partager mes données, mais ça a été plutôt vraiment pensé. Donc, je vais passer par-dessus ça parce que je vois qu'il était 55. Il y a toutes les bonnes méthodes. Puis comment ne pas faire ou comment ne pas nommer ces fichiers. Parce que je veux juste me rendre éventuellement. Gestion de version, retenez DataLab. Parce qu'éventuellement, ça va être ultra pertinent. Ça, c'est nouveau de pouvoir reproduire exactement puis retrouver votre chiffre. Tantôt, je parlais, on n'arrive pas au même nombre. Éventuellement, il va falloir apprendre à travailler dans des environnements virtuels ou des containers. C'est normal si ça ne vous dit rien. C'est pas mal. Là, on est rendu à un autre niveau de complexité. Mais là où je voulais en venir, c'est le Brain Imaging Data Structure, qui est des standards qui sont fondés par la communauté pour le project management. Puis, ça va vraiment se concentrer au niveau des deux aspects, interopérable et reusable, réutilisable pour les concepts FAIR. Puis, c'est dans le concret de l'individu, c'est ça qui va aider vraiment le plus les gens à avoir une architecture de données qui va être simple d'interprétation pour les machines, mais surtout pour les humains. Parce que souvent, les deux, c'est pas nécessairement compatible, mais avec BID, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais vous l'imager parce qu'on arrive sur l'heure du dîner avec de la bouffe. Donc, pensez que vous avez vos source data, fait que dans le fond, vos PSG qui sortent des machines, qui sont comme les ingrédients. Les raw data, c'est quand que vous arrivez juste avant de faire les analyses, puis éventuellement vos données dérivées, qui sont les résultats que vous avez obtenus avec vos données. Ça, souvent, c'est quand on lit un article, ça ressemble à ça. On avait ça, on a obtenu ça, merci, bonsoir. La réalité étant que souvent, quand on regarde les données partagées, ça ressemble à ça. On a plein de données, puis on est comme, OK, quoi faire? Mais si au moins il y a un README ou une place qui explique que sont les données, ben, ça ressemble à ça. Donc, concrètement, ce que vient faire BIDS, c'est que ça vient structurer la façon qu'il faut nommer les fichiers. Puis pensez à c'est en IRM, là, mais c'est des DICOM, ça peut être des fichiers G. Mais c'est qu'on va venir spécifier le dataset, les fichiers TSV au lieu d'être des Excel, chaque participant qui va être logé de façon standardisée.
Puis, je ne veux pas la vidéo. Puis ce que je veux vous montrer, en fait, je présente un guideline, parce que là, on parle de tout ce qui est données neuroimagerie, mais tout ce qui est données phénotypiques, qu'on pense à prise de sang, tout ce qui est données neuropsy, c'est des données qui sont pas nécessairement de neuroimagerie, mais on est en train de développer une façon de représenter également dans le même format qui est vraiment simple à comprendre. Par exemple, key value, puis le nom. Tu sais, c'est le nom d'un fichier, fait que c'est sûr que pour l'interpréter, c'est relativement facile. Je vais juste chercher un exemple. Par exemple, ici, on voit que c'est sujet 1, la première session anatomique, fonction. Mais au niveau des données phénotypiques, c'était pas encore clair. Au niveau de la médication, c'était pas nécessairement encore clair. Donc, en ce moment, on est en train de développer le guideline pour faciliter la mise en commun des données, par exemple, d'EEG avec les données phénotypiques également. Donc, ce serait ce qui conclut. Il manque peut-être au niveau des BIDS-App, qui est peut-être, enfin, j'espère que l'application SIAMS va pouvoir devenir une BIDS-App, parce que dans le fond, si vous pensez que si vos données sont toutes structurées, bien, éventuellement, une BIDS-App, ça prend les données, ça les processe avec une donnée toute simple. Par exemple, avec fMRI Prep, si vous avez des données d'IRMF, vous n'avez qu'à taper ces 4 mots et toutes vos analyses vont se faire d'un coup sans que vous ayez besoin de cliquer à droite et à gauche. Vous allez avoir des rapports pour faire votre QC ou votre assurance qualité éventuellement, puis vous allez avoir vos données dérivées qui vont être dans la même structure par laquelle ils sont entrés, fait qu'encore en BIDS de façon dérivée. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de recette unique pour faire la science ouverte, mais il y a beaucoup d'aspects que vous pouvez explorer. Et si jamais ça vous tente de nous aider à cerner qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin de faire, qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin en termes de formation ou autres aspects, mais vous pouvez remplir le petit sondage qui est juste ici. Je ne sais pas si je peux. Ah, je ne peux pas coller. Donc, merci. Merci Samuel. Certainement que ce qui se passe en neuroimagerie, c'est beaucoup plus avancé que ce qui se passe en sommeil. Je ne pense pas que la communauté n'est pas aussi grande en sommeil qu'en neuroimagerie. Donc, on est beaucoup moins avancé dans ce qu'on fait pour les analyses qu'en neuroimagerie.